Aujourd'hui, on va parler des offres multiples et c'est un sujet qui est très très vaste. On pourrait en parler toute la journée. Je vais essayer de circonscrire ça à quelques éléments importants. Puis dans ma préparation, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée si on décortiquait l'offre d'achat de A à Z, enfin la présentation de l'offre d'achat de A à Z. Donc, je vais commencer par vous parler du mode collaboration. C'est essentiel parce que c'est une base. On va avoir besoin de cet outil-là tout au long des présentations d'offres. Ensuite, je vais vous donner des scénarios de présentation. On reçoit une offre, deux offres, trois offres. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des bonifications? Comment est-ce qu'on relance les offres? Là, on va parler des négociations. Je vais vous donner des concepts, des trucs, une marche à suivre si vous n'êtes pas à l'aise avec les offres simultanées. Je vais faire quelques rappels légaux aussi parce que j'ai vu toutes sortes de choses. J'ai récemment fait quelques transactions et je me rends compte qu'il y a des courtiers qui contournent la loi et pas de chez nous. C'est une bonne nouvelle, mais ça m'a agacé. J'avais envie de vous en parler pour que les courtiers Charisma et les courtiers, l'expert immobilier ne soient conformes et ne fassent pas ce genre de choses non recommandées ou interdites par l'OACQ ou par les bonnes pratiques. On va terminer avec la notion de rang. Comment est-ce qu'on met une offre en deuxième rang? Pourquoi on mettrait une offre en deuxième rang? Et quels sont les deux types de rangs qu'on connaît, les rangs ouverts, les rangs fermés? Ça va me permettre, renfermer, c'est pas un jeu de mots, hein. Et ça va me permettre de revenir un petit peu sur l'annexe R pour laquelle on reçoit souvent des questions au niveau de notre ligne des dirigeants. On va commencer par parler du mode collaboration, donc. En situation d'offres multiples, c'est super important de maîtriser ces éléments-là. Et puis par la suite, évidemment, tout au long de la transaction, c'est aussi important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'essayer à me donner une définition de ce qu'est le mode collaboration? Oui, Denis? C'est dès qu'il y a une prise de contact par un autre courtier envers nous pour quoi que ce soit, par rapport à une inscription, on rentre en mode collaboration. On doit travailler dans le sens de la transaction et non pas pour nos simples intérêts, et ce jusqu'à la levée de toutes les conditions. Ah, il y a plein d'éléments là-dedans qui sont pas tout à fait, qui sont liés aussi au conflit d'intérêts, aux bonnes pratiques, aux obligations normales. Je m'attendais plus à une définition et je vais encore donner la parole à Daniela, puis après je vais vous proposer ma vision. Mais c'est tout ce que tu as dit est exact, Denis. Je reviens au mode collaboration. Donc, le mode collaboration, c'est son objectif, son intention, c'est de garantir le traitement équitable à tous les acheteurs potentiels qui sont impliqués dans une transaction ou qui pourraient l'être, afin que tous les acheteurs potentiels aient les mêmes chances de pouvoir obtenir la propriété. Alors, le mode collaboration, comme Denis nous l'a dit, il commence effectivement au moment où il y a une demande d'information. Mais il s'arrête après qu'on ait donné l'information. Donc, quelqu'un vous téléphone, vous demande c'est quoi le prix, les conditions, vous expliquez un petit peu et dit OK, parfait, merci, au revoir. Vous n'êtes plus en mode collaboration avec cette personne. Si cependant la personne vous dit ah ben ce que vous me dites m'intéresse, j'aimerais la visiter, le mode collaboration est automatiquement prolongé jusqu'à la fin de sa visite. Si la personne sort de la maison en disant je vais y réfléchir, moi je me sens en situation de flou. Je suis pas convaincu que je suis encore en mode collaboration parce qu'il n'y a pas une intention claire de rédiger une offre d'achat, mais en même temps, c'est pas clair que la personne ne l'achètera pas. Donc moi je considère cette personne-là comme étant en mode collaboration. Mais ça m'appartient, hein, mais je clarifierai les choses en disant, est-ce que vous avez l'intention de le faire? Sinon, je peux vous tenir en mode collaboration pendant un certain temps. Alors, il y a une règle, on le retrouve sur le site de l'OACQ, qui dit que une fois que la visite est terminée, le mode collaboration s'arrête, sauf si la personne montre son intention
de présenter une offre d'achat, auquel cas, évidemment, le mode collaboration se prolonge encore, il va se prolonger jusqu'à ce que l'intérêt de cette personne soit mort ou que on passe chez le notaire. Moi, j'aime bien demander aux gens, donnez-moi un compte-rendu. J'aimerais ça savoir s'il y a une possibilité d'offre. C'est à ça que ça sert, les comptes rendus. C'est pas juste pour dire, ah ben j'ai bien aimé la maison. Moi, quand je fais un compte rendu pour une visite, je mets pas les petites étoiles puis je donne pas de commentaires. Je fais juste cocher intention de mettre une offre ou pas intention de faire une offre. C'est tout. Et je pense que c'est tout ce que les gens veulent savoir parce que dans le fond, ils savent déjà que le rose dans la salle de bain, c'est pas très 2026. Ça sert à rien de le redire à chaque fois. Mais encore une fois, c'est mon opinion. Ce que je pense important, je te reviens, Mélanie, c'est d'aviser, d'informer le courtier du vendeur qu'une offre pourrait être présentée. Et dans ce cas-là, eh bien, ce que je disais tantôt, c'est que sur le site de l'OACQ, il l'explique très très bien, on a le droit de prolonger le mode collaboration sur simple demande, mais il faut la sortir d'un délai. Donc, par exemple, je pourrais dire, écoute, mon client, il n'est pas encore sûr qu'il veut faire une offre là-dessus, mais peux-tu prolonger le mode collaboration jusqu'à jeudi? Je te reviens avec des informations bientôt. Ce C'est qui veut bon. dire que ce client-là devient rentre en mode collaboration et même s'il n'y a pas encore d'intention, ben, si jamais le prix baisse, une offre rentre, etc., ben, lui sera notifié et informé de la situation. Ça Est-ce marche? que le délai de temps est important? Est-ce qu'on Le peut délai de dire temps. une semaine, 2 semaines? Ben, faut que ce soit un délai raisonnable, mais tu sais, tout se négocie, hein, Salvatore. Et donc, si le courtier te dit oui, il n'y a pas de problème, ben, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de gestion. Mélanie, tu voulais dire quelque chose? Oui, tu dis, tu ne mets pas de petites étoiles, mais avec Domodo, c'est obligatoire. Tu ne mets pas d'étoiles, ça dit c'est incomplet. Non, Donc, je me suis trahi. Tu vois, je viens de dire que mon dernier compte rendu, je l'avais fait avec mon contact. Ben, écoute, non, non, c'est ça. j'ai pas Correct. visité depuis deux modos. Ouais. J'ai juste pour dire à ce point-là précis, j'en ai fait part justement à l'équipe de Centris. Par stratégie, parfois, on ne veut pas tout écrire, puis ils comprenaient bien la situation. Ils ont envoyé un billet au TI pour que les choses ne soient pas rendues obligatoires, pour qu'on puisse parfois juste écrire un texte. Voilà. Ouais. Donc, ça pourrait changer Merci, bientôt. merci, Denis. Joël? Ouais, ben, je trouve ça important quand même de marquer pas juste oui ou non, parce que dans le fond, c'est important de marquer le prix est trop haut ou trop bas, ou tu sais. Ça, je trouve ça important parce que le client, des fois, ça fait 3, 4 fois, tu lui dis votre prix, il faudrait le descendre, tu sais, puis il veut pas rien savoir, mais quand ça fait 3, 4 fois qu'il se fait dire que son prix est bas, il est trop haut, ben là, ça lui fait réfléchir plus, tu sais. Ouais, C'est ben, le pour ça seul fait que aussi de ne pas recevoir d'offres dans le marché d'aujourd'hui devrait le faire allumer, mais je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, en bon collaborateur que je suis, c'est sûr que j'en mettrai plus que j'en mettrai moins, mais il faut bien comprendre que l'intention première de ces comptes rendus-là, c'est, à mon avis, de prolonger le mode collaboration. Parce que si quelqu'un sort de la maison après une visite, et dit clairement, je ferai pas d'offre là-dessus. Dans la minute qui suit, vous pouvez accepter une offre sans aucun problème, hein. Il y a pas de problème avec le mode collaboration. Dès que la personne vous a dit, j'ai pas d'intérêt, le mode collaboration a pris fin. Vous devez rien du tout à cette personne. Après, on peut se poser la question éthique et même stratégique. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de relancer quand même cette personne-là? Puis même tous ceux qui ont visité avec lesquels techniquement je suis plus en mode collaboration, est-ce que ce serait pas mieux pour mon vendeur que je les stimule tous en disant il y a une offre qui vient d'entrer, si vous n'avez pas encore acheté, si vous avez toujours de l'intérêt, si vous voulez organiser une deuxième visite, ce serait le moment. Oui, sûrement que ce serait une très bonne idée, mais c'est pas obligatoire de faire ça. Donc, je répète, le mode collaboration, il commence à la prise de contact. Il s'arrête si aucune visite n'a été demandée. Si une visite est demandée, il se prolonge jusqu'à la fin de la visite. Une fois que la visite est terminée, il peut être prolongé de plusieurs manières, juste en disant, il n'y a pas encore d'intérêt significatif, mais tiens-moi au courant pendant X temps, faut préciser le délai. Ou bien la personne dit, je ne suis pas intéressé à faire une offre, et dans ce cas-là, le mode collaboration se termine. Ou bien, je suis intéressé, je m'en vais rédiger une offre, et là, le mode collaboration se prolonge jusqu'à la fin de l'intérêt.
Et là, je vais vous dire que une fois, parce que là, on va rentrer dans les offres multiples, une fois qu'on commence à recevoir des offres, vous allez voir l'importance de bien collaborer avec tout le monde et de donner toutes les chances à tous les acheteurs de pouvoir prétendre à l'achat de cette propriété-là. Mais une fois qu'une offre est acceptée, on est encore en mode collaboration, hein, et on continue d'être en mode collaboration. Et ce mode collaboration, ben, il prend fin quand les parties décident qu'il prend fin. Je vous explique, c'est une nuance super importante. Ouvrez grand vos oreilles. Si on reçoit, mettons qu'on a dit 12 jours pour le financement, et le financement après 12 jours n'est pas rentré, c'est quelle clause qui s'applique, c'est quel mécanisme qui se déclenche? Vous le savez, dans l'offre d'achat, c'est Euh, Le temps de grâce. Ouais, alors c'est le mot que je voulais pas entendre, mais c'est effectivement la clause 6.3 qui se déclenche, mais c'est pas un délai de grâce, ce n'est pas un extra 5 jours dont on peut profiter. C'est le délai maximum que la loi accorde au vendeur pour prendre une décision, à savoir s'il va prolonger le délai, envoyer l'acheteur se faire qualifier ailleurs ou rendre son offre nulle. Et vous ne pouvez pas juste abuser de ce délai-là. Le vendeur doit parler le plus tôt possible. Donc, dès que le délai en 6.2 est expiré, le vendeur devrait immédiatement, le plus tôt possible, sans délai, se prononcer en disant, ah ben non, non, moi là, regarde, j'ai un autre acheteur en deuxième rang, je m'en fous, je l'envoie nulle part, là, hop, on finit ça, tu envoies un avis qui dit que son offre est nulle et non avenue. Et cette notification-là met fin au mode collaboration et permet au vendeur de transiger avec un autre sans rien devoir au premier. D'accord? Par contre, je te reviens, Denis. Cependant, si le vendeur ne parle pas, est-ce que du côté acheteur, on peut supposer qu'il y a tolérance du dépassement de délai? Oui, Et si jamais finalement le 5 jours passe, qu'est-ce qui se passe? L'offre devient nulle et non avenue. Eh ben non, Alia. Ça, c'est ce qui est écrit sur papier, mais ça met pas fin au mode collaboration parce que ni toi ni moi ne savons si le vendeur a encore l'intention de vendre à l'acheteur et l'acheteur, on ne sait toujours pas s'il a toujours l'intention d'acheter la maison. Et tant que l'acheteur et le vendeur ont envie de conclure une transaction, ce qui est écrit sur les papiers, c'est le problème du courtier. Ce sera à nous à faire une modification, une prolongation, réactiver la promesse, peu importe. Mais tant que l'acheteur et le vendeur veulent vendre, ils restent en mode collaboration et ils continuent. Donc, il va falloir éclaircir cette situation de flou et il va falloir mettre sur papier le fait qu'elle est nulle et non avenue et qu'un des deux considère que c'est terminé. Donc, avis est donné au vendeur que suite au dépassement du délai en 6.2, le vendeur rend l'offre nulle et non avenue. C'est clair comme de l'eau de roche, il n'y a plus personne qui doute, l'offre est terminée, le mode collaboration s'est arrêté. Ça va? Donc, faites juste attention à la notification. Envoyer un papier, clarifier un point, c'est hyper important. Si vous-même vous doutez ou si vous avez le moindre soupçon que les parties pourraient être dans une situation de flottement ou de flou, vous devez, c'est votre obligation, mettre fin à ce flou en envoyant un avis écrit qui clarifie la situation. Ça va? Ma meilleure recommandation pour le sujet du mode collaboration, c'est d'envoyer un avis qui met fin au mode collaboration. Alors, j'ai Denis, Joël et Marc qui veulent réagir à ça. Denis? Cet avis-là qui signifie la fin de la collaboration du vendeur envers l'acheteur, une fois porté par écrit et envoyé au vendeur par le courtier ou simple avis ou whatever, c'est unilatéral. Si l'acheteur refuse, non, non, je vais continuer, ben, le vendeur te dit non, va-t'en. Alors, attends, parce que là, les clauses donnent des droits aux parties. Fait que si ça dit le vendeur pourra rendre l'offre nulle et qu'il fait valoir son droit, tant mieux pour lui. Là, l'acheteur a rien à dire. Ils se sont L'acheteur, il pleure dans son coin, puis voilà tout. Quand ils ont signé l'offre d'achat, ils se sont entendus pour donner ce droit au vendeur. Pas de problème. Merci. Joël?
Ben, je veux savoir parce que dans le fond, des fois, ça arrive souvent, certaines institutions financières ne respectent pas les délais Ouais. qu'on a inscrits. Donc, tu sais, si le vendeur, lui, il voulait accepter peut-être plus l'autre après avoir pas réfléchi, puis que là, nous autres, les délais, la banque, elle a dépassé, puis là, l'acheteur, il voudrait pas prolonger parce il veut accepter l'autre, parce à cause de la banque, on pourrait perdre la vente. Oui, parce que le vendeur va dire, écoute, on s'était entendu sur des délais, bien que ce ne soit pas des délais de rigueur. Mais moi, tu sais, le douze jours, c'est pas de rigueur, parce que s'il arrive le 13, c'est bon, là. Sauf si quelqu'un a écrit, les délais dans cette offre sont de rigueur. À ce moment-là, le 12 à 23h59, c'est fini. C'est clair, 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 encore une fois. C'est de la clarté dont on a besoin dans nos transactions. Donc, si là, on est dans une situation de flou, Joël, où on ne sait pas trop parce que la banque traîne, ben, clairement, on dit au vendeur, écoute, tu veux toujours lui vendre, tu veux plus lui vendre. Il va dire, ben, moi, je veux plus lui vendre parce que j'en ai une en deuxième rang qui est meilleure. J'avais hâte de la faire passer. On dit, parfait. Fait que là, il a dépassé son 12 jours. On tombe dans 6.3. 6.3 te dit que tu as le droit d'y mettre fin. On va lui envoyer un avis. C'est tout. C'est bête et brutal, mais c'est permis. C'est comme ça que ça Mais se fait. c'est pas la faute de l'acheteur, c'est l'institution financière. Oui, mais l'institution financière, c'est comme l'acheteur qui l'a choisi. Écoute, OK. c'est les règles du jeu. Euh, Ouais. Marc, J'aimerais savoir c'est quoi la bonne norme de pratique pour envoyer la notification. euh, pour moi, c'est que je vais te dire un avis avec une AS ou avec simple avis. Le mieux, c'est évidemment, faut absolument garder des traces écrites, mais advenant que ce soit par courriel, mais tu fais une copie du courriel et tu la mets dans ton dossier. Faut que tu gardes une preuve écrite de la notification. Il n'y a pas de moyens particuliers, tous les moyens sont bons. Mais encore une fois, c'est une question de délai et de clarté. Donc, le plus tôt possible, on se prononce pour pas laisser les parties en situation de flou. On le fait par écrit et on garde la preuve au dossier. Puis, quand Mais on envoie un avis, on n'est pas obligé, c'est pas comme une modif, on n'est pas obligé d'avoir les deux signatures. On peut dire avis est donné au vendeur que suite à l'inspection et conformément à la clause 8.1, l'acheteur rend sa promesse nulle et non avenue. Veuillez trouver ci-joint le rapport d'inspection. C'est fini. Même si le vendeur dit oh, moi je suis pas d'accord, il va l'acheter ma maison, puis je vais le poursuivre s'il faut, c'est fini. C'était le droit de l'acheteur, un simple avis suffit, il n'a pas besoin de signer. Puis s'il dit je ne signerai jamais ça, ça met quand même fin à la transaction. Mais est-ce qu'on peut envoyer l'avis au courtier de l'acheteur Oui, ou il parce que faut que c'est ça soit notifié à l'acheteur directement? on peut l'envoyer. Écoute, de mémoire, le seul cas d'exception, c'est la question du télégramme Ouais. pour le droit de premier refus. Sinon, on passe toujours par le représentant, puisque le courtier a des obligations de présenter tout ce qui concerne les offres d'achat à son client sans délai. Donc, on peut compter sur lui, puisque son client a choisi d'être représenté. On passe par son représentant. OK. Fait que en envoyant l'avis au courtier de l'acheteur, Oui, tout est correct, tout est beau. oui, pas de problème, pas de problème. Et tu te ménages toujours des preuves de ce que tu fais. Je vais encore donner la parole à Alia. Après ça, je vais embarquer dans le sujet, Denis, mais reviens-moi Juste avec la question un peu. attirer ton attention, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à rejoindre le groupe. Il y a plusieurs personnes. Ah, ça, c'est le Et problème des retardataires, hein. Tiens, je les ai tous éliminés. Il en restait 6 encore. puis j'ai juste une chose que tu as dit qui m'intrigue parce que dans la clause 6.3, ça dit que le contrat devient nul et non avenu. Alors comment ça peut être sur papier puis pas en réalité? Alors, oui, oui, le contrat devient nul. OK? Quelqu'un a un micro ouvert? Je sais pas. OK. Oui, le contrat, on dit qu'il devient nul. Mais moi, j'ai encore envie d'acheter, puis toi, tu as encore envie de me le vendre. On fait quoi? Ben là, on peut. Il y a une modification, puis s'il n'y a pas de modification, que ça s'annule. Oui, mais encore là, tu vois, est-ce que l'acheteur t'a toujours envie d'acheter? Parce que là, regarde, moi j'ai pitié de toi. Tu sais, ça fait 4 fois que tu manques une offre d'achat. Là, pour enfin, t'en as une à toi. Puis là, ta banque traîne de 3 jours et tu nous dis non, non, j'ai déjà, j'avance dans mes démarches. S'il vous plaît, donnez-moi encore 3 jours. Tu vois bien que l'intention, c'est que même si cette offre arrive hors délai, on veut l'acheter quand même.
Ben là, ça devient la job des courtiers de bien représenter les parties, de donner un traitement équitable à celles qui sont pas représentées et même à celles qui sont représentées, parce que le traitement équitable s'adresse à tout le monde. On sort de la situation de flou, on le clarifie avec papier. C'est ça, d'accord. Parce que sinon, même s'il refuse une offre, puis qu'on sait que c'est un retard de la banque pour accepter une deuxième qui soit meilleure, il peut être jugé comme de mauvaise foi, puis avoir des compensations à payer, non? Le vendeur? Ben, en fait, regarde, le vendeur, lui, on met pas en question sa bonne foi ou sa mauvaise foi. On dit, écoute, je t'ai donné 12 jours, j'ai un autre acheteur en attente, moi j'ai des projets à réaliser, tu as dépassé ton 12 jours, tu m'as accordé le droit en 6.1 de rendre l'offre nulle si tu dépassais ce délai-là. C'était à toi à mettre 20 jours, je l'aurais peut-être accepté. Fait que désolé, mon ami, mais là, je mets fin à ton offre, ça met fin au mode collaboration et je transige avec un autre. C'est pas de la mauvaise foi. Les règles du jeu étaient claires quand on a commencé à jouer au jeu. Mais ce que moi je fais, c'est que s'il y a une prolongation de délai, je demande à la banque de me donner un document qui me dit pourquoi que je demande une prolongation de délai pour Oui. rencontrer certains critères que la banque demande en surplus. Eh, là, Luc, dans tous les exemples que je vais donner, je vais toujours aller chercher le plus méchant, le plus ci, puis le mauvaise foi, puis le ça. Comme ça, vous allez être préparé au pire des cas. Mais dans 99, ou allez, on va dire 95% des cas, ça se déroule juste trop bien, puis on accorde des prolongations et tout. On négocie après l'inspection, même si la clause 8.1 dit que c'est pas une clause de renégociation de prix. Mais on s'adapte en fonction des demandes de nos clients, évidemment. Et il faut pas être strict ou catégorique. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'essaye d'amener comme notion en disant que même si c'est écrit nul et non avenu, prenez la peine de vérifier si c'est quoi l'intention des parties, puis prenez le temps de mettre fin au mode collaboration pour vous assurer que si vous acceptez une deuxième offre, le premier n'arrive pas avec son financement le lendemain, parce que là, vous allez être vraiment dans la chenoute. Ça marche? OK. Pascal, petite question. Le temps de grâce, ça veut dire que, parce que souvent entre courtiers, on parle de ce temps-là. Comment tu l'expliques pour nous? C'est pas un temps de grâce. Je t'invite à relire 6.3. Ça dit vraiment que dans le délai, le vendeur doit se prononcer. Puis l'opinion de l'OACQ sur cette clause-là, c'est que le vendeur doit s'exprimer le plus tôt possible et de montrer son intention le plus tôt possible. On lui donne 5 jours pour réfléchir. Mais c'est pas 5 jours qu'on accorde à l'acheteur pour dépasser son délai. C'est 5 jours qu'on donne au vendeur pour réfléchir à sa stratégie, mais il peut très bien y avoir réfléchi dans les 10 minutes suivant l'expiration et envoyer sa décision à l'acheteur. Donc, c'est pas un délai de grâce. Oui, vas-y. Si jamais il n'envoie rien, alors nous, 2 jours après, on arrive avec la lettre finale de la banque, tout est correct. C'est bon. C'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que même si le délai est dépassé, ben, le vendeur avait 5 jours pour parler. Il a toujours pas parlé. Le financement rentre et à aucun moment on avait mis fin au mode collaboration où on avait dit que les acheteurs et les vendeurs voulaient plus transiger ensemble. Donc c'est bon. Merci. OK. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir l'accusé de réception parce que c'est une preuve de consentement, hein. N'oubliez pas. J'y vais. Dans le fond, Excuse Pascal. Oui. Qui? C'est Joël. Vas-y, Joël. Une dernière, dans le fond, faut que j'enchaîne, là. Le temps passe trop vite. Dans le fond, c'est, si mettons, ça marche pas, là, il faut faire une modification, là, le vendeur, il dit, bon, mettons, à minuit une, moi, non, je vais accepter l'autre. On fait une modification automatiquement, puis on envoie ça à l'acheteur qui lui a annoncé la mauvaise nouvelle, dans le fond. Puis à ce moment-là, je suis pas obligé d'attendre sa signature ou à l'acheteur. C'est pas une Si, mettons, modification. C'est pas une modification, c'est un avis. Ah, OK, on fait un avis, on fait pas de modification quand il veut. Les modifications, faut pas confondre modif et avis parce que la modification, ça nécessite 2 signatures pour modifier. Tu sais, si je te dis, suite à l'inspection, je voudrais revenir de 10 000 et que toi, tu me dis non, pas question, ben, j'ai beau avoir signé la modif, ça change rien, le prix baissera pas, puis l'offre reste en vigueur. Par contre, si je t'envoie un avis qui dit, suite à l'inspection, avis est donné au vendeur que je mets fin à mon offre conformément à ce qu'il m'a permis de faire en 8.1, qu'il le signe ou qu'il le signe pas, l'offre est terminée. Ça va? Donc, on n'a pas besoin, en cas d'un avis, on n'a pas besoin d'un consentement. C'est une divulgation, c'est une déclaration simple. OK? Mais il faut qu'elle soit quand même écrite, là.
Oui, il faut toujours que tout soit fait par écrit. Là, par habitude maintenant, OK, il n'y a plus rien qui se fait verbal. Puis quand l'OACQ a dit le contrat verbal n'existe pas, je pense qu'il faut extrapoler en disant il n'y a rien du tout qui peut se faire verbal. On fait tout par écrit. Puis dès qu'on a négocié quelque chose, parce que baisser le prix après l'inspection, ça se négocie verbalement. Mais une fois que tout le monde est d'accord, il faut le mettre sur papier. OK? Salvatore, je dois continuer. Pas de souci. Ah ben, merci. Donc, vraiment, je m'excuse, je coupe parce que je veux vous parler maintenant de mon premier scénario, qui est le scénario dans lequel un courtier inscripteur reçoit une offre. Tout simplement, il n'y a qu'une offre. Je sais qu'on est dans un cours sur les offres multiples, mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qui se passe quand un courtier collaborateur ou un acheteur non représenté m'avise qu'il fait une offre? Eh bien, premièrement, sitôt que je sais qu'une offre est rédigée, je dois en informer mon vendeur sans délai. Ça, c'est 9.1.2 du contrat de courtage vente. C'est pas une condition, c'est pas une option, c'est une loi. Vous devez sans délai dire à votre vendeur, j'ai une offre qui vient de rentrer, ça fait 8 secondes. Pas, j'ai une offre qui est rentrée jeudi, puis j'ai oublié de vous le dire parce que j'étais parti jouer au golf. Okay? On parle d'une offre reçue signée, non pas un avis qui dit je vais écrire une offre. Non. Je vais écrire une offre, ça ne concerne que toi et le mode collaboration. Là, il y a un courtier qui arrive qui dit, moi, je vais rédiger une offre. Ah, tu dis, OK, là c'est rendu deux qui veulent. OK, là, je commence à me préparer parce que à un moment donné, je vais devoir aviser un que l'autre, le mode collaboration s'enclenche. Là, j'ai plusieurs qui prétendent à la propriété. Mais le vendeur, c'est quand elle est signée. OK? Une fois que c'est signé, vous fixez rendez-vous avec le vendeur pour aller lui présenter l'offre sans délai. Alors là, vous allez me dire, oui, je sais, mais là, il y a des courtiers, ils disent que toutes les offres vont être présentées à une telle date et tout ça. On va en reparler tantôt, mais c'est strictement interdit. OK? La loi est très, très claire. Vous devez présenter les offres sans ordre de préférence, sans délai, blablabla. Donc, dès que vous avez une offre signée, vous prenez rendez-vous avec le vendeur et vous dites, OK, jeudi soir, est-ce que tu es libre? Il y a une offre d'achat qui rentre, elle va être présentée. Ensuite, ben là, il n'y a qu'une offre, donc c'est correct, mais si jamais il y avait des acheteurs en mode collaboration, par exemple, qui ont demandé une visite et qui n'ont pas encore eu la chance de faire leur visite, on a dit tantôt qu'ils étaient en mode collaboration jusqu'à la fin de la visite. Eh bien, tous les acheteurs en mode collaboration et tous les courtiers en mode collaboration, je les contacte et je leur dis, j'avise tout le monde, il y a une offre signée sur la table. On a une proposition de transaction signée. Si vous voulez devancer votre visite, vous pouvez. Si vous voulez soumettre une offre d'achat immédiatement, vous pouvez. Si vous voulez faire une offre d'achat conditionnelle à votre visite, vous pouvez. Faites juste me tenir au courant de vos intentions. Moi, j'ai pris rendez-vous avec le vendeur à 8 heures ce soir pour présenter cette offre. Ça ne veut pas dire qu'elle sera acceptée, ça veut dire que le vendeur pourrait prolonger le délai d'acceptation. Il y a plein de stratégies. Mais là, moi, je vous dis, by the book, ce qu'on fait. Il y a une offre qui rentre, j'avise mon vendeur sans délai. Je prends rendez-vous avec mon client pour lui présenter l'offre le plus tôt possible. J'avise tout le monde en mode collaboration qu'une offre est signée. Et puis, je vais dans l'offre vérifier, à moins que j'en ai déjà été informé, mais je vais vérifier dans l'offre si on a coché, si ma mémoire est bonne, à la clause 7, est-ce que l'acheteur est représenté par un courtier ou pas. Et si je vois qu'il est représenté par un courtier, je contacte le courtier de l'acheteur et je lui demande, est-ce que tu veux venir la présenter toi-même? Et j'invite le courtier à venir présenter son offre, défendre l'offre de son client, donc défendre les intérêts de son client. Ça va? Je me suis bien renseigné sur le sujet avant de vous en parler, et je sais qu'il y a des régions dans lesquelles il y a des coutumes, comme dans l'Outaouais par exemple, où depuis des années, on ne présente pas les offres d'achat, c'est toujours le courtier du vendeur qui le fait. C'est des coutumes locales, mais ça n'enlève rien à la loi provinciale qui dit qu'un courtier a le droit de présenter son offre d'achat à moins d'instructions écrites du vendeur. Et les instructions écrites, les amis, je vais vous dire, vous n'avez pas le droit d'en faire une routine. Ça doit rester des cas d'exception.
Vous n'avez pas le droit de mettre systématiquement dans tous vos listings, les promesses d'achat seront présentées jeudi le 23 à la demande du vendeur. On sait très bien que c'est vous qui avez dit ça à votre vendeur, puisque tous vos vendeurs, c'est bizarre, ils vous demandent tous la même affaire, c'est de tout reporter à après la visite libre. C'est pas un peu suspect, vous trouvez pas? Pas du tout, c'est que les vendeurs sont très informés. Mais très, très informés, ils ont tous pogné ça sur le même réseau, exactement. Oui, voilà. Alors, je vais vous rappeler ça dans quelques minutes, OK? Mais revenons donc à nos moutons. Je me suis mis une petite note ici que je vais vous lire. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est fixer une date et une heure à laquelle toutes les promesses seront présentées au vendeur. Ceci est contraire à l'obligation du courtier du vendeur de présenter les promesses sans délai à son client. Ça va? Ça, c'est la loi. Je vois Manuela qui dit tabarnouche, le nombre de fois qu'on m'a attrapé avec ça et le nombre de promesses que j'ai manquées, puis j'étais toute seule en compétition, j'avais pas de compétition, puis à cause de cette stratégie-là, je me suis retrouvé avec 8 offres et mon acheteur l'a manqué. Moi aussi, Manuela. Hein, tu vois, j'ai bien deviné. Hein. Ça, c'est la tendance actuelle, puis elle me fatigue énormément parce que continuer, s'il vous plaît. Comment le show avec mousse expresso. D'accord, ensuite. Je vais également prendre je ne livre pas de café expresso, désolé. Alors, deuxième question, c'est la magie du direct, comme on dit. Suggérer ou recommander aux vendeurs une stratégie comme celle-là. Alors, ça va, je termine. Donc, je dis suggérer ou recommander aux vendeurs une stratégie comme celle-là, évidemment, est interdite. À moins que le vendeur ait réellement une bonne raison, parce qu'il n'est pas au Québec, il n'est pas à Montréal, il a une condition médicale, il a des phobies, n'importe quoi, puis il dit non, moi là, Luc, je veux juste que ce soit toi, je veux que personne rentre dans ma maison, déjà les visites c'est trop. OK, parfait. Dans ce cas-là, on prend des instructions écrites, mais venez pas me faire croire que c'est tous vos clients qui ont une condition médicale ou qui sont pas à Montréal avant jeudi. OK? Donc, pratique interdite. On ne dit pas à son client, on va tout reporter. La loi dit, dès que vous avez une offre, vous devez en informer le client. Dès que le client est informé, vous devez lui présenter sans délai. Vous devez donner l'opportunité au courtier de l'acheteur de venir présenter son offre lui-même pour bien représenter son acheteur. D'ailleurs, s'il refuse de le faire, il travaille contre son client et contre l'intention du contrat d'achat. Ça le dit clairement sur le site de l'OACQ, un courtier acheteur lié par contrat d'achat avec son acheteur qui envoie l'offre et qui ne la présente pas, c'est un courtier qui fait mal son travail, tout simplement. Donc, vous exigez d'aller la présenter. Après, on vous dit non, on veut rien. Parfait. As-tu des instructions écrites de la part de ton client? Ici, oui, elles ont préséance. Je suis désolé, Manuela, mais les instructions écrites du vendeur ont préséance. Maintenant. Monsieur Pascal. Je t'écoute. Est-ce que tous les courtiers de Montréal ou de Chambre de Grand Montréal vont avoir la même formation? Parce que ça s'est rendu une monnaie courante et c'est pas bon. Je n'ai rien inventé. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est dans les lignes directrices de l'OACQ. Oui, mais est-ce que tout le monde aura la même formation? Parce que j'espère que les courtiers de nos deux agences donneront le bon exemple. On n'a pas de problème avec nos agences. Je te parle des autres. Je sais. On fait quoi si on tombe dans Je suis très content et c'est pour cette raison-là que je vous donne cette formation aujourd'hui. C'est pour que vous ne tombiez pas dans le panneau en disant « Oui, mais tout le monde le fait. Il faut que moi je le fais. » Comme tout le monde se jette dans le vide. Voilà, je me suis jeté dans le vide. Non. Respectons la loi. Faisons les choses conformément. Donnons le bon exemple. Puis, tu vois l'intérêt de bien défendre les intérêts de l'acheteur, d'avoir des contrats d'achat, puis de te présenter toi-même avec l'offre, c'est qu'il ne peut pas l'ignorer. On m'a jamais répondu. OK, t'as fait quoi pour qu'on te réponde? Il était-tu devant toi? Ah non, j'ai envoyé mon offre par courriel, puis j'ai attendu. Eh oui, puis tu comptes sur le courtier du vendeur pour défendre les intérêts. Exact, parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Et on ne sait pas s'il a présenté ou non. Voilà, mais la loi, quand tu as un contrat d'achat, te permet d'aller la présenter. Maintenant,
Si le vendeur a donné des instructions en disant je ne veux pas rencontrer de courtier, il n'y a que mon courtier qui a le droit de me présenter des offres, cette directive a préséance. Mais on peut aller, Joël, jusqu'à demander à voir la preuve que ça a vraiment été écrit et que c'est des instructions du vendeur et que ça fait partie des conditions de la vente initiale et pas dernière seconde. Ça va? Marc? Oui, j'aimerais savoir, au lieu de mettre là, que le vendeur va répondre, répondre aux promesses d'achat, mettons le lundi soir. Mettons, j'ai des promesses d'achat, j'ai une promesse d'achat, vendredi est présenté, samedi est présenté, puis dimanche est présenté. Oui. Est-ce qu'on peut écrire que on les présente tout de suite, les promesses d'achat, mais que le vendeur ne va répondre que, mettons, le lundi soir? Ça, oui. Ça, c'est Ça, un point absolu. Oui, 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 définitivement. Tu sais, OK. au lieu de dire la présentation des offres seulement à telle date, on peut dire le vendeur ne répondra pas aux offres avant lundi. Ça, c'est correct. Pas de problème. Ah, ça, OK. c'est légal. C'est légal. Ça, c'est Il a le bon. droit il a le droit de prendre OK. du temps pour y réfléchir. Puis si toi, tu veux jouer le jeu de dire, ouais, mais moi, mon acheteur, il va être intéressé que pendant 1 heure, fait que je te stresse un peu. Le vendeur va dire, excuse-moi, j'ai besoin de calculer. Je dois contacter J'embarque mon pas là-dedans. fiscaliste. Je dois en parler avec mon fils. Non, regarde, c'est trop vite pour moi. Je te donne une prolongation de délai. Si tu refuses de la signer, tant pis pour toi. Puis si à un moment donné, lundi ou mardi, je finis par comprendre que c'était une bonne offre, ben, je t'enverrai une CP, puis on verra ce qui va se passer. OK. OK, Fait que donc je peux mettre dans Info collaborateur, mettons, vous pouvez présenter vos promesses d'achat, mais le vendeur ne va répondre que lundi soir à Ouais, 20 mais, heures. ouais, Oui, mais OK. Marc, tu reçois son prix, ses conditions, plus 15 000, sans inspection, cash, sans la garantie légale de Ouais, qualité. je T'attends comprends. jusqu'à Ouais, mardi. ouais, je comprends. Et Oui, mais Laisse-toi si le délai est là, on est correct, là. laisse-toi une porte. Laisse-toi une porte. Fais juste laisser les courtiers présenter. Puis s'il y en a qu'une qui rentre, ça servait à rien de le mettre. S'il y en a deux, trois qui rentrent, tu t'organises, rendu là, et tu dis, écoute, on a 3 offres qui sont rentrées. On va te donner une prolongation de délai. Mon client a besoin d'y penser. Tu rédigeras une modif. C'est super simple. Faites les choses simples et fluides. Pas besoin d'établir des règles spéciales comme ça au début, là. Les choses peuvent il nous, changer. a- Profitez de toutes les opportunités, là. C'est il bon. nous arrive parfois de voir que le vendeur, dans des infos collaborateurs, dit le vendeur se réserve le droit de répondre à une offre pas avant le 3 mai, mais pourrait quand même accepter avant. Ben voilà. Ça vaut quoi cette affaire-là? OK, Ouais. mais c'est légal, c'est correct. Mais le vendeur a toujours le dernier mot. OK, parfait. Mais si l'offre a expiré, qu'il n'a pas répondu, puis que finalement il se dit, ah ben finalement je vais l'accepter, l'acheteur va dire, non, non, tu as accepté ça hors délai, t'oublies ça, man. T'avais qu'à m'envoyer une prolongation de délai, je t'aurais dit que j'en voulais pas, moi j'ai déjà acheté autre chose. Fait qu'attention, Ouais, c'est ça. le vendeur peut jouer le jeu qu'il veut, puis bluffer, mais au bout du compte, faut se dire que l'acheteur, lui aussi, il a des droits, puis qu'il peut très bien dire, non. Tu as dépassé le délai que moi je t'ai donné. J'étais entre deux. J'ai acheté la deuxième. Too bad. Fallait pas attendre. Tu sais, on sait pas de quel côté est la stratégie. Puis tout le monde y va avec. Bon, regarde. Ce qu'on comprend, c'est que dans toute cette histoire-là, depuis 15 minutes, c'est la présentation des offres qui doit être faite aussitôt. Ensuite, la réponse, c'est selon le vendeur. C'est sûr. Daniel? OK. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut demander au courtier du vendeur la preuve que les intentions du vendeur ont été écrites? Est-ce qu'il peut nous envoyer Oui. une petite partie de où c'est écrit? Ouais, si tu as vraiment un gros doute, là, tu dis, c'est vrai que tu as des instructions écrites de ton vendeur. Tu peux m'envoyer un petit screenshot de ta clause, là, Parfait. juste par curiosité, mais pour être sûr, pour rassurer mon acheteur, parce que lui, il est bien énervé, là. OK, on a le droit de demander ça. Ben oui. Ça ne veut pas dire que tu vas le recevoir. Mais si Ah tu non, ça, fait, je le sais. après, tu t'adresses au dirigeant d'agence ou à l'OACIQ. Exact, Vérifie si exact. les choses ont été faites selon les normes. J'enchaîne maintenant. Une deuxième offre rentre. Waouh, chanceux. OK? Et qu'est-ce qui se passe quand une deuxième offre arrive et que la première a déjà été rédigée, qu'on a fixé les rendez-vous, qu'elle a peut-être même été présentée, mais qu'on est encore dans le délai d'acceptation ou de validité, on va dire, il y a une proposition de transaction valide sur la table. Eh bien, à cause du mode collaboration ou grâce, on va aviser le premier acheteur
qu'une deuxième offre concurrente et simultanée vient d'entrer. Simultanée, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes présentées et jetées sur la table à la même minute. Ça veut dire qu'elles sont toutes en mode collaboration en même temps et qu'aucune n'est acceptée. Donc là, on a plein d'acheteurs qui veulent la maison. Tous ces acheteurs-là doivent avoir les chances égales. OK? Donc le premier, lui, il s'est dit, oh, il n'y a personne en compétition, je vais essayer de négocier un petit peu, on verra bien. Puis là, il y a un deuxième acheteur qui rentre, il te dit, oh, pardon, j'aurais jamais dû essayer de négocier, là, je vais la perdre, je la veux tellement, la maison. En même temps, pourquoi tu n'as pas mis ton prix au départ, tu sais? Mais bon, peu importe, on s'essaye, est-ce qu'on peut reprocher à un acheteur de s'essayer? Donc, lui, ben, on lui dit, écoute, il y a une deuxième offre qui vient d'entrer, maintenant le vendeur a un deuxième choix. Alors, est-ce que tu serais intéressé à bonifier ton offre? On ne peut pas forcer, hein? On peut suggérer la bonification. Puis la bonification, c'est 3 choses qu'on peut faire. On peut évidemment augmenter le prix. On peut aussi retirer une condition, ou on peut diminuer des délais ou augmenter des délais. On peut modifier des délais pour autant que le prix, les conditions et les délais créent un avantage pour le vendeur. C'est clair? Parfait. Je règle Par tout. rapport à la promesse d'achat originale. Par rapport à la promesse d'achat. Donc, une modification ne pourrait pas ajouter quelque chose qui alourdit davantage une promesse d'achat. Ben, non, effectivement. Ça peut l'alourdir, mais il faut que l'alourdissement soit à l'avantage du vendeur. Dans tous les cas, la bonification, c'est mieux pour le vendeur. D'accord? Parfait. Alors, tout de suite, je vous le dis, notez-le, après on n'en parle plus jamais. La contre-proposition et la modification, on ne s'en sert pas pendant les négociations. Okay, pardon, on s'en sert. Bon, si. En fait, oui, pendant les négociations, je recommence. La contre-proposition et la modification, on s'en sert pas avant la présentation. Ça va? Une fois que l'offre est présentée, c'est là que les contre-offres peuvent rentrer. Et les modifications, elles peuvent rentrer en tout temps, mais seulement pour la clause 3.1, qui est la prolongation du délai d'acceptation. Autant l'acheteur que le vendeur peuvent soumettre une modification pour prolonger le délai d'acceptation. Ça va? Mais on ne commence pas à modifier les offres, parce qu'on ne peut pas accepter une offre avec ou sans sa modif. On crée des problèmes. Les contre-propositions, elles s'annulent entre elles. On va en reparler tantôt. Donc, la seule façon de bonifier une offre, c'est avec le formulaire BO. Il n'y en a pas d'autre. C'est clair, clair, clair? Excellent. Et il faut toujours que ça représente un avantage pour le vendeur. Maintenant, je crois que je vais vous apprendre quelque chose. Quand on fait des contre-propositions, il y a une clause dedans qui dit que toute contre-proposition faite par l'une ou l'autre des parties est nulle et non avenue. Ça veut dire que chaque fois qu'une nouvelle contre-proposition est rédigée, elle annule les précédentes. Et quand vous envoyez les documents au notaire, ben, il vous demande toujours la promesse d'achat et la dernière CP acceptée. Parce que toutes les autres, on s'en fout finalement. D'accord? On va reparler des CP tantôt parce que faut faire attention de ne pas se tromper, bien recopier les bonnes choses. Je vais vous donner un petit exercice pour vous faire percuter, là. Mais pour le moment, retenons ici que dans la bonification, cette clause n'existe pas. Ça veut dire que vous pouvez faire une bonification, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Vous pouvez envoyer 4 BO en même temps. Ça ne change rien. Et donc, il pourrait être stratégique, Joël, par exemple, de proposer 2 BO. La première, elle augmente le prix de 10 000. La deuxième, elle retire une condition importante. Et on donne le choix au vendeur d'accepter celle qu'il veut. Parce que rappelez-vous, quand on accepte sur l'offre, ça dit « offre acceptée avec BO numéro 1, 2, 3, 4, 5 ». On nommera la bonne. Et il la signera. Donc, dans vos négociations, vous avez le droit de présenter plus d'une bonification en même temps. Elles peuvent être différentes l'une de l'autre. Ça peut offrir des choix, mais l'intention est toujours que, peu importe ce que vous mettez dessus, ça doit toujours avantager le vendeur. Donc, retirer une clause, c'est à son avantage. Augmenter le prix, c'est à son avantage. Vous avez 2 choix. Prenez celui que vous voulez. Ça fait mon affaire aussi. Est-ce que vous saviez ça? Oui, mais j'ai une petite zone d'ombre. On a fait 2 BO différentes, une pour le prix, une pour retirer une clause. Ouais.
on envoie ça avec une TA qui a déjà été envoyée. Oui. Le vendeur, il peut accepter une ou l'autre des deux Oui. bonifications, mais il peut aussi accepter les deux Non, il ne bonifications. peut pas accepter les deux. C'est une seule qu'il peut faire. Oui. Ah, Mais c'est bizarre, Pascal. C'est comme, il va refuser une DBO puis accepter une deuxième comme, Non, comment? il refuse pas. Quand il en accepte une, l'autre, il peut pas accepter l'autre. Une fois qu'il en a accepté une, c'est pas possible d'accepter une BO quand une promesse est acceptée. Parce qu'on met deux BO, on peut lier les deux BO à la promesse d'achat puis il accepte Mais la promesse d'achat avec les BO. non, Non? mais non, parce que une fois qu'il a signé accepté sur l'offre, elle est liée à une BO en particulier, et sur cette BO-là, il va dire j'accepte les conditions de cette bonification-là. Il peut pas accepter. C'est comme si tu lui donnais trois contre-propositions, il peut pas accepter les trois en même temps. Et tu peux donner une BO puis bonifier ta BO avec une deuxième. Moi, je pense qu'on Oui, peut on peut. ajouter les deux, Oui, comme on peut. BO1, BO2 dans les documents. Oui, mais Non? si vous faites Dans ça, la PA. si vous faites ça, vous devez dire que la BO numéro 2 annule la BO numéro 1 ou complète la BO numéro 1. Encore une fois, il faut sortir des situations de flou. Plus c'est clair, mieux c'est. Daniel? Je veux revenir à quelque chose d'avant. Excusez-moi. Oui, vas-y, Daniel. Le premier acheteur fait une offre, une deuxième offre rentre. On a l'obligation d'offrir, de l'aviser le premier, puis il peut bonifier son offre. Oui. Est-ce qu'on doit avertir le deuxième acheteur Non. qu'une offre a été bonifiée? Non, ça, c'est pas besoin. Ça, c'est pas besoin. Ça fait, moi, je vais presque mettre ça dans les conditions qu'on n'a pas le droit de divulguer le contenu des offres. OK. Donc, Daniel, ton micro a été coupé. Tiens. Ouais, je t'entends toujours pas. J'ai oublié. Bon, parfait, j'ai oublié de rétablir mon son. En fait, c'est pour donner le choix au vendeur. Fait qu'on met comme plusieurs conditions qu'on enlève. Fait qu'il peut choisir, peut-être j'aurais mieux qu'on enlève cette condition-là, mais on maintient le prix, en fait. Voilà. C'est un peu pour ça. C'est comme jaser, c'est comme un pourparler, finalement. Oui, C'est en bien. fait, Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. on est en négociation. Oui, exact, mais je savais pas. C'est bien, ça, quand même. Merci, Quand on enlève Pascal. Quand on enlève les clauses, on les enlève à B2.2, dans le fond, on l'inscrit là à autre. Oui, c'est ça, exactement. Pascal, excuse-moi. Est-ce N'oubliez qu'on peut pas, attends, demander... une seconde, Sabrina, Oui. Joël, tu peux aussi modifier tes délais. Tu sais, rajouter du temps pour présenter, pour faire l'inspection, c'est pas l'avantage du vendeur. Raccourcir ce délai, oui. Raccourcir ton délai en R2.1 pour la vente de la maison de 90 à 45 jours, ça aussi, c'est un avantage pour le vendeur. Donc, il y a trois choses qu'on peut modifier. Retirer des clauses, augmenter le prix ou modifier des délais à l'avantage du vendeur. OK? OK. Oui, Sabrina? Oui, excuse-moi. Si, mettons, dans ces cas-ci, que tu reçois une offre d'achat et qu'il y a deux bonifications sur la même offre, est-ce que tu peux appeler le courtier puis demander qu'il refasse une bonification avec les deux soit augmentation de prix? Quand le courtier de l'acheteur vient présenter son offre, il l'explique, il donne le choix, il explique comment ça fonctionne. Puis le courtier du vendeur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recevoir les offres, il va dire à son client, écoute, on en a reçu une aujourd'hui, il y en a une autre qui va être présentée demain matin. Moi, je te suggère d'attendre. Donc, on va envoyer une émo 3.1 pour prolonger le délai du premier en espérant qu'il l'accepte. Ensuite, on a une deuxième qui vient de rentrer, on a eu un choix, l'autre a bonifié. Bon, et là, finalement, le dimanche soir, on regarde tout ça. Ta job, c'est d'analyser avec ton client. Et cette condition-là, elle vaut de l'argent. Ici, on a un peu plus. Par contre, là, il y a un peu moins. Ici, il veut faire une inspection. Là, il veut pas en faire. Et on pèse le pour et le contre de toutes les conditions. Tu donnes tes recommandations au client. Puis au bout du compte, c'est lui qui choisit. Et si lui, ça lui tente de dire, lui, ça c'est des Belges, puis moi, jamais de la vie, je vais vendre ma maison à des Belges, donc je m'en fous de vendre ça à 10 000 moins cher. Au final, c'est son choix, d'accord? Donc, quand tout a été présenté, au lieu de demander au courtier de le refaire, si l'offre est vraiment intéressante, on l'accepte. Si elle n'est pas intéressante, on la contre-propose. Donc, moi, je te dirais que ces problèmes-là vont se régler à la contre-proposition. Ça va? On va pas demander au courtier de refaire des BO, etc. Déjà, on est dans le stress des présentations, les délais sont courts. On reçoit l'information et si au départ, il y a un intérêt pour
transiger avec cet acheteur-là, on corrige la situation avec des contre-propositions. C'est un autre élément dont je vais vous parler tantôt. Vous n'avez pas le droit de laisser des problèmes dans les offres d'achat en se disant on fera une modif après parce qu'on a peur que l'acheteur change d'avis. Tu sais, là, il est écrit, je sais pas moi, n'importe quoi, réparer le tuyau de la cuisine alors que c'est le tuyau de la salle de bain qu'il faut réparer. Mais comme il a écrit cuisine, ben nous, on va réparer le tuyau de la cuisine, c'est correct, on laissera celui de la salle de bain dans cet état-là. Non, non, vous savez très bien qu'il y a une faute. Vous corrigez la faute avec une CP. Vous ne faites pas une acceptation pour modifier après. Rappelez-vous que la modif, ça doit être signé par les deux. S'il y en a un des deux qui refuse de signer, vous allez être surpris là. Ça va? Donc, on règle les problèmes avant de lier juridiquement les parties. Là, j'ai Jean-Alex et Stéphane après qui ont des questions. Stéphane, Jean-Alex, un de vous deux. J'ai deux mains levées. Oui, fait que juste pour bien comprendre, nous avons le droit de faire deux bonifications Oui, oui, avec des différentes clauses oui, oui. et le vendeur peut accepter soit un ou les deux? Non, l'une ou l'autre. Un ou l'autre. Il peut accepter qu'une seule bonification. C'est le concept d'offrir des choix, tu sais. OK. Fait qu'on peut faire deux ou trois bonifications Ouais. différentes et une peut être sélectionnée par le vendeur. Oui. Parfait. Ça va? Merci beaucoup. Et si Ouais. tu veux te blinder puis éviter tout doute, encore une fois, tu sais, ta job, c'est qu'il n'y ait pas de flou. Donc, tu peux très bien dire, en acceptant cette offre-ci, la BO numéro 1, 2, 3, 4, 5 et la BO numéro 7, 8, 9, 10 deviennent nulles et non avenues. Mhm. OK. Et Parfait, tu peux merci. faire des clauses d'exclusion mutuelle. OK. Quelques informations importantes. L'acheteur ou le vendeur, je vous lis les notes que j'avais prises. Donc, l'acheteur ou le vendeur veut prolonger le délai d'acceptation de la promesse d'achat. Dans ce cas et dans ce cas seulement, on utilise le formulaire de modification avant que l'offre soit signée par les deux parties. Il n'y a jamais de MO pendant les négociations, sauf la clause 3.1 pour la prolongation du délai d'acceptation. Ça va? Je ne veux pas avoir aucune MO avant que les deux parties soient engagées. Et pour les contre-propositions, ben, vous n'oubliez pas qu'il y a un jeu de contre-propositions de back and forth et qu'à chaque fois on fait toujours référence au contrat original. Toutes les autres CP rédigées par l'une ou l'autre des parties sont nulles. Alors, on fait un petit exercice. Tout le monde clique la petite main pour faire un test. Ouais, parfait, parfait. Fait que là, je vois que c'est bon. OK. Donc, je vous fais une mise en situation. L'acheteur envoie une promesse d'achat sur une propriété à 700 000 $ et il demande à ce qu'on inclue le piano. C'est bon? Ensuite. C'est que vous cliquez pour la main. Ben, tu le prends la main comme ça, Joël. OK? OK. Alors, Merci. là, donc 700 000 avec le piano inclus. Le vendeur fait une contre-proposition et il dit 740 et je garde mon piano. L'acheteur répond bon, allez, OK pour 735. Aucune mention du piano. Et c'est cette contre-proposition-là qui est acceptée. Ma question est-ce que le piano est inclus ou pas? Il n'est pas inclus. Non, pas inclus. Le piano est inclus. Le piano est inclus. Inclus, ouais. Ah oui, parce qu'il est dans la PA, sorry, oui. Je vous explique. Il est dans la PA. Ouais. On fait une modif pour l'enlever. On fait une contre-proposition pour l'enlever de la PA. On fait une autre contre-proposition. Donc forcément, elle annule celle qui l'enlève de la PA. Et on modifie seulement le prix. Donc finalement, on dit seul le prix est changé, toutes les autres conditions demeurent inchangées, donc piano inclus. Exact. Ça va? Alors, oui. Faites très, très, très attention à partir du moment où on commence à jouer avec les offres et contre-offres. D'accord?
Les CP, là, une fois que ça commence à partir et qu'on joue au ping-pong, des fois, moi, je vous recommande de mettre fin à tout ce niaisage-là puis de dire, on se rassoit ensemble, on refait une nouvelle offre. Parce que là, c'est commence à être compliqué de recopier ci, puis ça, puis là, finalement, dans la CP3, il avait dit ça, il l'a oublié dans la CP4. Là, on se perd, puis finalement, il y a un courtier qui va payer pour un piano, là. Oui. OK? Oui, puis souvent, ça arrive avec des lave-vaisselle ou des trucs de même, là. Donc, soyez vraiment, vraiment, vraiment prudents dans vos CP. Rappelez-vous que ce que le notaire demande, il veut la promesse d'achat et la dernière CP acceptée. Ça veut dire que le reste ne compte pas. Assurez-vous que tout est là-dedans. Ça marche? Maintenant, question d'éthique, de déontologie, de respect, de protection du public. Évidemment, si vous constatez une erreur, vous devez le traitement équitable à toutes les parties. Vous devez être honnête. Vous devez dire, je me suis rendu compte que dans ta dernière CP, tu as oublié de parler du piano. Est-ce que c'est parce que tu le veux pas ou parce que tu le veux puis que tu profites d'une technicalité que même certains courtiers dans mon groupe aujourd'hui ne maîtrisent pas? Je fais exprès pour vous taquiner, hein. Fait que je ne peux pas profiter de cette erreur, c'est illégal. Je ne donnerai pas à ce moment-là de traitement équitable, je ne serai pas en train de faire ma job, c'est déontologiquement pas correct. Donc, est-ce que cette demande-là est par courriel ou dans un document? Mais, à l'autre courtier, là? Mais peu importe comment on va y arriver, Luc, mais moi j'ai besoin d'une clarification. Je supporte pas le flou, je suis très intolérant à l'incertitude. Si pour moi, c'est pas clair que l'acheteur sait qu'il a le piano ou que le vendeur sait qu'il n'a plus le piano, j'ai besoin que ce soit clair dans les papiers avant d'accepter. Et c'est pas vrai que je vais me précipiter en disant accepte ça au cas où il changerait d'avis, dit tabarnouche, il vient de monter de 35 000 en moins de 24 heures. Là. Vas-y, prends-la à 735, on arrangera le piano après. Il se passe quoi si on s'arrange pas après pour le piano? D'accord? Donc, vous donnez les meilleurs conseils avant d'engager la responsabilité des parties, avant qu'elles soient juridiquement liées, vous réglez tous les problèmes. Si vous l'avez pas vu, ben, ça tombe dans erreur et omission, c'est pour ça qu'on a des assurances, mais soyez vigilants. D'accord? Et réglez les affaires avant d'engager la responsabilité des parties. J'ai pas de meilleurs conseils à vous donner au niveau des CP. Mike? Oui, bonjour à tous. Juste une question technique. Vu que la dernière CP annule les précédents, oui. Dans le DOSEM, on rend juste la dernière CP ou on a besoin de rentrer les autres aussi? Non, tu dois les mettre toutes. OK. Il n'y a que le notaire qui en a pas besoin, mais moi, j'ai besoin de voir même... Regarde, je vais aller encore plus loin, mec. Tu as un client, tu as commencé à rédiger une offre d'achat, il a signé une annexe, mettons une annexe G, une annexe R, et à la fin, il a dit « Oh, finalement, c'est quoi, j'ai changé d'avis, je ne signerai pas l'offre. » On est d'accord que l'offre n'a jamais été signée, hein. Finalement, il a fait juste des signatures sur les annexes, mais son offre n'est jamais devenue irrévocable et on n'a jamais été obligé de le présenter au vendeur. Eh bien, pourtant, tu vas devoir mettre ça dans la GED parce que il y a des signatures consommateurs sur des documents et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va appeler l'OACQ, il va dire « Oh, je travaillais avec Monsieur Boléa et son épouse et il m'avait fait signer des documents, j'ai jamais reçu des doubles de ça, puis là, je m'inquiète. » Puis là, ils vont venir fouiller, puis ils vont voir qu'ils y sont pas. Puis là, tu vas patiner, tu vas dire « Oui, oui, il avait signé partiellement, mais… » Et ils sont où ces documents? Fait que même partiellement, tu mets tous les documents qui comportent la signature d'un client dans la GED. Tout. Ça marche? Mais si je l'ai complété et ça n'a pas été signé, moi je l'ai effacé. Il a changé d'idée, il a eu peur. S'il n'y a pas de signature, tu jettes à la poubelle. OK. Voilà. Mais dès qu'il y a une signature, ça va dans la GED. Par mesure de prudence. Pour ce qui est des promesses d'achat qui sont refusées aussi, on doit les mettre dans le DOSEM, hein? Oui, obligatoirement. Puis celles qui ont été acceptées et qui deviennent nulles, qui ne se rendent pas chez le notaire, tu dois quand même faire un registre de transaction. C'est quoi? On va dans Off ou on va dans pour rentrer ça? L'offre devient, dès que l'offre est acceptée dans DOSEM, vous cliquez pour convertir en transaction.
Dès que l'offre est acceptée, elle devient une transaction. Vous devez appuyer sur le bouton transaction. Et là, on va vous demander le nom du notaire, les coordonnées des parties de l'autre courtier. Puis même si l'offre devient nulle et non avenue en cours de réalisation, vous devez compléter le rapport de transaction, c'est obligatoire. Parce que les parties ont été juridiquement liées à un moment donné, on a besoin d'avoir un rapport qui fait état de ces liens. Non, mais moi, c'était une qui a refusé dès le départ. Dès le départ, Refusé, tu la mets dans la jette parce que les documents ont été signés par un client, c'est l'obligation. Par contre, tu fais pas de rapport de transaction puisqu'ils n'ont pas été liés. OK. C'est bon? OK. J'avais un autre exemple ici intéressant. Je dis une offre rentre, une autre offre entre ensuite. Le premier acheteur soumet une bonification. Entre-temps, le deuxième acheteur révoque son offre. J'ai changé d'avis. Je regrette d'avoir mis une offre où je me suis trompé. Finalement, j'envoie légalement, officiellement, là, j'ai le droit de révoquer mon offre tant qu'elle n'a pas été présentée au vendeur. D'accord? Donc, une offre rentre hier. On va la présenter ce soir. Une deuxième offre rentre ce matin. Le premier acheteur bonifie. Et le deuxième, dans le courant de l'après-midi, dit finalement présente la page et changer d'avis. Et c'est son droit. Qu'est-ce qui arrive avec la bonification? Wow. Puisque l'offre n'a jamais existé, jamais on aurait dû inciter l'acheteur à bonifier. Exact. Moi, je pense qu'elle devient nulle et non avenue. Tu dois avertir l'autre courtier si sa première offre ou sa première idée de prix rentre. Ouais. Ben, en fait, la seule bonne réponse à ça, c'est révoquer toi aussi ta première offre et en soumettre une nouvelle. Parce qu'il n'y a aucune façon de débonifier l'offre. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, si jamais vous êtes dans une situation comme celle-là, le mode collaboration va s'éteindre pour le premier. Le courtier va vous rappeler, finalement, le courtier s'est retiré, il n'y a plus d'offres concurrentes. À ce moment-là, le réflexe du courtier, puis si c'est un acheteur non représenté, ben c'est clair qu'il va dire à son client vendeur, écoute, ici on a une situation qui va créer un litige, c'est évident, on va annuler cette offre-là, on la prendra pas, puis on va demander à l'acheteur d'en soumettre une nouvelle. D'accord? Autrement dit, il faut avertir le courtier comme quoi que la deuxième offre a été annulée parce qu'il ne l'a pas présentée. Ouais, Pour exact. que lui puisse faire une autre offre, une nouvelle offre. Oui, exactement. En fait, je retiens qu'il n'y a aucune façon de débonifier une offre. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais tant que ça n'a pas été présenté au vendeur, on peut débonifier. Puis, puisque ça n'a pas été présenté au vendeur, il n'est pas censé savoir ce qu'il y avait dans la BO. C'est bon? OK. Salvatore? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que le courtier inscripteur est intègre et qu'il va faire le suivi de la communication que la deuxième promesse d'achat a été... Tous les courtiers sont intègres et tous les courtiers sont liés au même code de déontologie. Je suis d'accord, Patrick. Mais Mais la je façon de déterminer ou de savoir que le processus a été respecté? Je pars jamais du principe que mes collègues sont moins compétents ou qu'ils sont de mauvaise foi. Je pars toujours du principe que j'ai affaire à des champions. Je fais confiance par défaut, mais je garde un œil ouvert, surtout quand je représente une des deux parties, parce que j'ai à cœur de défendre les intérêts de mon client et de m'assurer que tout se passe bien pour lui. Donc, si j'ai le moindre doute sur la façon dont le courtier intervient, mais je peux demander des preuves écrites ou je peux demander à m'impliquer moi-même. Je peux aller jusqu'à me rendre personnellement sur place au nom de mon acheteur et aviser le vendeur par écrit en lui tendant une lettre sur laquelle il va signer un accusé de réception avec l'heure que mon acheteur révoque son offre avant la présentation. Je peux faire tout ce qui me semble nécessaire de faire pour m'assurer de bien protéger le public et de bien représenter les intérêts de mes clients. Pascal, moi j'ai déjà envoyé un email au courtier inscripteur, puis j'ai dit qu'il me fasse une accusé de réception qui confirme comme quoi mon client retire son offre, puis ça a été correct. J'ai mis tout ça dans la gêne. J'ai moi-même, il y a quelques mois, fait une offre sur une maison avant de découvrir que finalement la maison était patrimoniale,
que je m'embarquais dans une folie. Ça n'avait pas été déclaré par le courtier. C'est moi qui ai fait des recherches par curiosité parce que je m'intéressais à l'architecture du bâtiment. Et quand j'ai découvert qu'elle était patrimoniale, j'ai envoyé une révocation. Mais ce courtier-là, il avait dit, toutes les offres seront présentées jeudi. Fait que dans le fond, il m'a donné 3 jours pour y penser. C'était à mon avantage. Tu sais, s'il avait respecté les règles et qu'il les avait présentées directement, peut-être que mon offre aurait été acceptée, mais de toute façon, elle serait tombée plus tard parce que on aurait découvert qu'il y avait un dol là. Marie-Ève, Mourad? Oui, je veux juste être sûre par rapport à la bonification. Si notre offre n'a pas été présentée, maintenant je représente l'acheteur, j'avise que j'ai une offre signée, on convient que parfait, tu présenteras par téléphone au vendeur ce soir à 5 heures. Entre-temps, là, il y a l'histoire de le deuxième qui se retire. Si moi, maintenant, mes acheteurs décident de signer une bonification, puis finalement, à 3 heures, on se fait dire la deuxième offre, il n'y en aura pas, finalement, tu sais, on n'a pas de deuxième offre. Est-ce que je dois absolument révoquer mon offre et en faire une nouvelle, ou je peux juste ne pas présenter la bonification vu que ça n'avait pas été présenté encore? Ah non, une fois que c'est signé, c'est irrévocable et ça n'appartient plus à l'acheteur. Et ton obligation, c'est de transmettre les promesses d'achat de tes clients sans délai au vendeur. Là, encore une fois, on est lié par ça au niveau du contrat d'achat, par exemple. Il y a des obligations qui t'obligent à présenter les offres sans délai au vendeur. Oui. Non, tu peux... mais si on a convenu du rendez-vous, mettons, à 5 heures pour présenter par téléphone. C'est signé, ça n'appartient. C'est signé, il faut révoquer, c'est ça. Ça n'appartient plus à l'acheteur. J'enclenche sur les négociations, je vois que le temps passe. Je vais finir la matière, après je vais reprendre plein de questions. Ça ne me dérange pas de rester jusqu'à 2 heures, ok? Donc, on arrive aux négociations, au jeu d'offres et de contre-offres. OK. La première question à se poser, est-ce qu'il y a une offre qui se démarque clairement du lot? Qui est de loin la meilleure au prix, condition de mon vendeur, ça dépasse tout, c'est imbattable. Si c'est le cas, là, vous niaisez pas avec la POC, là, c'est oui, on accepte. Mais s'il y a des erreurs, des incompatibilités, des choses qu'on veut changer, à ce moment-là, contre-proposition. Oui, mais j'ai peur de le perdre, il est tellement bon, on va l'accepter, on modifiera après. Non, interdit. On règle les problèmes avant de commencer à jouer. Si les règles du jeu sont pas claires, on va avoir des problèmes après quand on va compter les points. C'est la base. Donc, une offre se démarque particulièrement, il n'y a aucun problème, pas besoin d'une CP, on accepte, c'est fini. Puis on avise tous les autres en disant, vos offres ont été présentées ou vous les avez présentées vous-même, mais on en a accepté une, c'est fini. OK? Moi, avec un acheteur que j'avais sous contrat de courtage, qui a fini par trouver et avoir la chance de pouvoir acheter dans le marché d'aujourd'hui, ça a été un peu rock'n'roll. 2 fois, c'est arrivé où on avait plusieurs promesses concurrentes et le courtier envoyait un IMO-Contact en disant une offre a été acceptée, veuillez prendre note qu'une offre a été acceptée ce soir. Le courtier en question a été avisé. Et donc, mon offre, finalement, elle a expiré, il n'y a pas eu de réponse. Pour moi, c'est un petit peu de la paresse. Moi, par acquis de conscience, pour bien mettre fin au mode collaboration, pour envoyer un signal clair que je l'ai vraiment bien présenté, qu'on a pris le temps de la regarder, mais qu'elle n'était pas intéressante, moi, je signerais au moins refuser. Ça va? Maintenant, on peut laisser expirer, c'est permis. Puis cette stratégie-là de dire le courtier a été avisé, c'est clair que si moi j'ai pas été avisé, ça veut dire que c'est pas l'offre de mon client qui a été choisie, donc j'avise mon client pour dire malheureusement une autre offre a été acceptée. OK? On va parler des clauses de rente dans une minute, mais ça c'est une tendance un peu à la mode que je vois ces temps-ci là. Ça me semble pas illégal, ça me semble correct, puis quand on a 15 offres sur la table, c'est peut-être plus fastidieux de répondre à tout le monde que de les laisser expirer. Moi, j'enverrai encore une fois un message clair, mais bon, c'est ça. Rendu là, c'est votre décision. 2 offres se valent. Laquelle choisir? Eh bien, s'il y en a une qui est ouverte jusqu'à 8 heures ce soir et l'autre qui est ouverte jusqu'à demain après-midi, je vais contre-proposer celle de demain après-midi pour voir s'il est prêt à aller 20 000 au-dessus. Et si oui, je peux encore contre-proposer le premier, pour me donner des choix. Mais je le fais dans le délai. Je le fais stratégiquement en tenant compte des délais qu'il me donne. C'est pour ça que
d'habitude, moi, je préfère des délais plus courts. Ça donne un peu moins de temps de réflexion et un peu moins de marge de manœuvre. C'est un peu plus à l'avantage de mon client acheteur. OK? Si maintenant, aucune des offres n'est intéressante, qu'est-ce qu'on fait? On refuse tout et on attend? Moi, je dirais que non. Parce que c'est comme si j'étais le gérant d'un magasin qui avait 3 clients dans mon magasin et qu'aucun des 3 clients ne veut acheter. Je peux peut-être essayer de les convaincre quand même en disant, je vous fais un spécial à 10%, qui prend? 10% de rabais, quelqu'un veut? 15% de rabais. Ah, monsieur ici. Et voilà, c'est vendu. Donc peut-être que je pourrais reprendre toutes ces mauvaises offres ou ces offres médiocres et les contre-proposer. Et là, j'ai une stratégie, mais je vais d'abord donner la parole à Georgia pour sa question. Après, je vous explique comment on fait pour relancer plusieurs offres en même temps. OK? Georgia? OK. Est-ce que c'est vrai que le temps de délai s'applique si c'est pour une acceptation ou une réjection, mais si c'est pour une contre-proposition, on peut faire la contre-proposition n'importe quand? Nuance. Oui, mais avec nuance. Les délais d'acceptation montrent le délai pendant lequel l'acheteur s'engage irrévocablement à acheter la maison. Passé ce délai-là, il peut encore vouloir le faire, mais il faudra s'en assurer en clarifiant ça par écrit. Et il peut très bien dire, moi j'étais intéressé jusqu'à 8 heures. Malheureusement, je suis rentré dans l'avion à 8h15. Après ça, c'était hors de question que je signe. Donc, je suis intéressé jusqu'à 8 heures. Tu dépasses 8 heures, je suis plus intéressé. Donc, le délai, il a sa raison d'être et il doit être respecté. Maintenant, une offre a expiré et 3 jours après, le vendeur, il se réveille puis il dit, non, je pense que j'ai laissé passer une belle occasion. Il renvoie une contre-offre à l'acheteur. Alors, l'acheteur n'a pas le droit de faire une contre-offre sur une offre qui est morte. OK? Elle est morte. On n'est pas dans un film de Frankenstein, là. On ne fait pas revivre les morts. Donc, son offre est morte, elle est morte. S'il veut refaire une autre offre, il en refera une nouvelle. Mais le vendeur, lui, il a le pouvoir, en tout temps, de relancer l'offre, parce qu'on appelle ça une promesse de vente. Pas une promesse d'achat, une promesse de vente. Tiens, finalement, tu sais quoi? J'ai affiché mon listing. Je te fais une promesse de vente à d'autres conditions, juste à toi. Si ça t'intéresse, on signe. Ça marche? Donc, il peut se passer un délai. L'offre peut Parfait, merci. morte, mais avec une CP qui vient du vendeur, on pourrait la relancer. Je vous explique maintenant comment relancer 3 offres en même temps. Alors, l'idée ici, évidemment, c'est que on n'ait jamais 2 offres acceptées en même temps. Parce que là, il y a 2 acheteurs qui disent, ben, moi, c'est ma maison. L'autre dit non, moi, c'est ma maison. Là, ça finit en cours. Il y en a un qui met un avis de préinscription sur les titres. Après ça, c'est le bordel chez le notaire. Ça finit en cours, ça s'étire. Pourquoi? Parce qu'il y a un courtier qui n'a pas fait attention à créer des clauses de rang. Alors, très, 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 très prudent avec les clauses de rang. Je vais en parler après. Pour relancer les offres, ce qu'il faut faire, c'est on peut relancer avec n'importe quoi. Hein. C'est pas obligé d'être égal. On peut dire, il y en a un, t'enlèves telle condition, l'autre, tu raccourcis tel délai, le dernier, tu mets 10 000 de plus. On peut faire ce qu'on veut dans les comptes propositions. Ça appartient à chacun des acheteurs et ça concerne chaque fois son offre à lui. Vous envoyez ces comptes propositions-là et dans chacune des contre-offres, vous avez une clause comme celle-ci. C'est moi qui l'ai composée parce que j'ai demandé à ChatGPT de m'en faire une, il s'est complètement planté, il n'a rien compris. Et on n'a pas trouvé ça, et j'ai pas trouvé ça non plus sur le site de l'OACQ, mais j'avais un vieux souvenir d'avoir déjà lu ça quelque part, donc je vous ai composé ça, je vous la mettrai à disposition. Cette offre est conditionnelle à ce qu'aucune autre contre-proposition ou promesse d'achat portant sur le même immeuble n'ait été acceptée simultanément. Advenant que le vendeur accepte, pour quelque raison que ce soit, plus d'une contre-proposition ou promesse d'achat, toutes les contre-propositions et promesses d'achat ainsi acceptées seront réputées nulles et non avenues et les dépôts seront restitués aux acheteurs concernés conformément aux modalités prévues. Alors, ce que ça dit, c'est que je pars à la pêche avec 3 CP à 3 acheteurs différents. Il y en a un qui l'accepte. Parfait, ma maison est presque vendue. Il y en a un deuxième qui accepte. Too bad, toutes les offres deviennent nulles. Ça marche? On a le droit de faire ça, là. Aujourd'hui, je vous ai surpris avec plusieurs BO pour donner des choix.
Là, je vous surprends avec la relance simultanée de plusieurs offres. Mais attention, il faut absolument une clause d'annulation mutuelle parce que si vous faites juste renvoyer 3 CP, c'est très dangereux ce que je suis en train de vous proposer là. Ça, c'est comme mettre un revolver dans les mains d'un enfant de 5 ans. C'est pas ce qui va arriver là. OK? Faut avoir un permis pour avoir un revolver. Fait que là, vous avez un permis de courtier, vous devez savoir et comprendre que l'acheteur ne peut pas, 2 acheteurs ne peuvent pas être acceptés en premier rang. Soyez prudent avec votre outil. Vous relancez 3 offres, et en relançant les 3 offres, vous avez des clauses d'annulation mutuelle. C'est génial. Le premier qui répond, le premier qui accepte, tant mieux pour lui. S'il y en a un autre qui accepte, malheureusement, tout le monde retourne à la case départ et on soumet 3 nouvelles offres. On va parler maintenant des clauses de rang. Okay? C'est avec ça que je veux terminer avant d'ouvrir la période de questions. Bon, on restera ensemble à midi, vous parlez tant que vous voulez. Si j'ai 2 offres sur la table, je peux en accepter une, refuser l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe si la première, elle finit par devenir nulle et non avenue? J'ai plus rien. Donc là, je me revire de bord, je rappelle Joël. Hey, Joël, mon offre est tombée, tiens, viens, refais-moi une offre. Et là, Joël il me dit, too bad, man, mon acheteur a acheté autre chose. Puis là, j'ai plus d'acheteur. J'en avais 2, j'ai plus rien. Donc, je vais jouer la sécurité, une paire de bretelles et une ceinture pour être sûr que ça tienne, même si c'est pas joli. Ça m'est égal. Moi, je vais dire à mon client, regarde, on a 2 offres, on a du choix. On va prendre la meilleure en premier rang. La deuxième, on va l'accepter quand même, mais en créant une clause de rang pour être sûr qu'il n'y ait pas 2 acheteurs engagés en même temps, en premier rang. C'est impensable. Donc, je vais inclure une clause de rang. Il y a 2 façons de faire. Il y a 2 types de rangs, je vous les explique. Une fois que le rang est créé, l'acheteur est en stand-by. Et quand l'acheteur est en stand-by, ben, on lui donne un délai quand même assez court pendant lequel on lui dit « Va plus magasiner, fais pas d'offre nulle part ailleurs, attends. Nous, on regarde avec le premier si ça se règle. Si ça se règle, on te libère. Si ça se règle pas, tu passes premier rang. Et la maison est à toi. » Ça marche? Ça, c'est bon. Parce que moi, encore une fois, j'enseigne ça, je comprends ça et je pars toujours du principe que les autres sont au même niveau, mais j'ai rencontré des courtiers en magasinant avec mon copain Nicolas qui disait, je disais, écoute, je sais que tu as une offre, mais je sais qu'en ce moment, c'est écrit pack. Mais nous, on veut visiter quand même. Il dit, non, on visite plus, on a une offre acceptée, c'est assez. Et ton client, il serait pas intéressé à avoir une offre en deuxième rang, tu sais, d'un coup que ça tombe à l'inspection ou au financement? Il veut pas avoir une garantie? Il fait, ah non, mon client n'est pas intéressé. J'ai jamais su si c'était vrai ou pas. Je sais même pas s'il l'a demandé, peut-être c'était juste pour pas avoir de troubles. Mais je trouve ça dommage. Moi, je représente les intérêts de mon vendeur. Si je peux en avoir 4 en cascade, je suis sûr de vendre. Ou presque. Alors, les clauses de rang, il y en a 2. Le vocabulaire que j'utilise, c'est mon vocabulaire à moi. Vous ne trouverez pas vraiment ça dans la littérature officielle. Moi, je parle d'un rang fermé et d'un rang ouvert. Fermé parce qu'on a fermé le couvercle de la boîte. L'acheteur est dedans, peut plus bouger, il est pris dedans, puis il ne peut pas réaliser ses conditions. Il doit juste attendre qu'on ouvre la boîte. Le rang ouvert, ben, le nom le dit, la boîte est ouverte. Donc, pendant que le premier essaye de réaliser ses conditions, le deuxième travaille à réaliser les siennes plus vite. Donc, le rang fermé, ça c'est quand vous faites une contre-proposition avec la clause P2.4 qui dit qu'on met en stand-by un acheteur. Et lisez le libellé de la clause, c'est très 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 bien dit et clair, on ne peut pas se tromper. Ça dit bien que l'acheteur, une fois qu'il passera en premier rang, commencera à réaliser ces conditions, que les délais commenceront à courir au moment où il sera notifié qu'il passe premier rang. Donc, il ne fait pas de financement, il ne fait pas d'inspection, il fait rien, il est en stand-by. Dans le marché d'aujourd'hui, ça peut stresser des premiers acheteurs. Les investisseurs, ça les dérange pas. Ils disent que, regarde, si ça marche pas pour le premier, moi, je vais le prendre le triplex. Mets-moi 15 jours en attente. Là, je suis pas pressé pour investir dans ce triplex. Ça va? Donc, à vous de juger de la meilleure solution. Joël? Si mettons, à 8h59, bon, à 9h, le délai est terminé, est-ce qu'il va tomber tout de suite au deuxième rang? Qu'est-ce qu'on a dit à propos des délais s'ils n'étaient pas de rigueur?
c'est automatiquement terminé, puis ça va à l'autre, dans le fond. C'est qu'on est toujours en situation de flou. La preuve, c'est que tu me poses la question. Si les délais sont de rigueur, oui, c'est fini. Mais si les délais sont pas stipulés de rigueur, si vous n'avez pas écrit à la main les délais de cette promesse d'achat sont tous de rigueur, si tu n'as pas écrit ça, ben là, il va falloir clarifier la situation. Parce que si les conditions se réalisent à minuit 3 et qu'à minuit 1, tu as accepté une offre, vous allez avoir un problème. Vous étiez encore en mode collaboration avec le premier. Donc, il faut envoyer un avis qui met fin en mode collaboration. Avis est donné à M. Demers que, puisqu'il a dépassé ses délais, à minuit pile, je rends son offre nulle et non avenue. À minuit 1, je peux accepter l'autre sans aucune difficulté parce que j'ai notifié la fin du mode collaboration. Mais c'est ça, faut que tu aies marqué quand même une clause là, pour vraiment pouvoir accepter l'autre tout de suite à 8h01, mettons. Mais oublie pas, il faut que je notifie l'autre qu'il est passé premier rang. Fait que tant qu'à notifier le deuxième pour lui dire tu deviens premier, autant notifier le premier pour lui dire que son offre est nulle et que je vais faire passer le deuxième. Et en passant aussi au niveau mode collaboration, vous n'êtes pas tenu d'aviser l'acheteur de premier rang que vous avez une offre en deuxième rang fermée. Ça va? Je peux avoir 5 offres en dessous, je ne suis pas obligé de le dire au premier. Par contre, si c'est un rang ouvert, je suis obligé de dire au premier qu'en ce moment, il y a un autre acheteur qui est en train de compétitionner contre lui, qu'il est en train de réaliser ses conditions et que ça se peut qu'à un moment donné, on l'avise pour lui dire, ça y est, il a réalisé ses conditions, donc il est prêt à monter en premier rang, qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est la situation bien connue où l'acheteur doit vendre sa propriété pour pouvoir acheter la nouvelle et qu'il accorde au vendeur un droit de premier refus en disant que le vendeur accorde à l'acheteur un droit de premier refus en disant, écoute, moi je vais continuer d'offrir ma maison en vente, je vais tout faire pour trouver un autre acheteur pour venir prendre ton rang puis transiger avec moi plutôt qu'avec toi parce que je trouve que tes délais sont trop longs, mais vu que j'ai rien de mieux, je préfère prendre ton offre, mais je t'avise que dès qu'il y a un autre acheteur qui rentre, je vais te le dire, parce que là, le mode collaboration, puisque c'est un rang ouvert, vous êtes obligé d'informer l'acheteur de premier rang qu'un deuxième acheteur a une offre acceptée. Vous n'êtes pas obligé de parler des délais, du temps qu'il a ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même ce serait divulguer le contenu de l'offre, il ne faut pas faire ça. Donc, vous lui dites, attention, un deuxième acheteur vient de rentrer, et ce deuxième acheteur-là, la clause P2, R2.3, donc c'est la clause de c'est la clause de l'annexe R. S'il ne l'a pas mis dans son offre, vous faites une contre-proposition avec P2.5 qui introduit l'annexe AR et vous cochez R2.3. OK? Donc la clause de rang, elle est de rang ouvert, elle est sur R2.3 sur l'annexe R. Et à cet endroit-là, vous mettez le plus long délai de la condition de la deuxième offre, plus 5 jours. Et là, l'acheteur commence à réaliser ses délais. Une fois que toutes ces conditions sont réalisées, il avise le vendeur. Il dit, ça y est, là, c'est vendu. Tu as signé tous les accusés de réception. Moi, je peux aller chez le notaire. On fait quoi avec ton acheteur de premier rang? Et c'est là qu'on envoie le fameux 72 heures. Et dans ce délai-là de 3 jours, l'acheteur numéro 1 doit lever toutes ces conditions. Donc, il doit dire, j'ai l'argent au complet, j'ai passé l'inspection, j'ai plus aucune autre condition, on peut mettre le vendu. Et s'il n'y arrive pas ou s'il y renonce, on l'avise que son offre est devenue nulle et on avise le premier qu'il est passé premier rang et on met tout de suite le vendu sur la pancarte, c'est fini. Et ce sont des jours de calendrier, ces 3 jours-là. Oui, définitivement. On s'en fout que ça finisse un dimanche ou un jour férié. Est-ce que tu expliques ça quand tu signes un contrat de courtage-vente à ton client? Parce non, que des fois, au moment où tu reçois une offre. Parce que tu veux pas surcharger le client avec des peut-être. C'est déjà assez compliqué comme ça. Puis une des bonnes raisons pour lesquelles tu es là, c'est parce qu'il délègue cette complexité-là. Il veut pas nécessairement être éduqué. S'il pose des questions, vas-y franchement, là, il est curieux, réponds-y. Là. Mais moi, je dirais, au moment où on va recevoir une offre, on évaluera la situation. Puis ça se peut très bien que tu aies pris plein de temps à lui expliquer tout ça, puis que l'offre que tu reçois ne soit pas du tout conditionnelle. Ouais, OK. Je retiens ça pour la fin. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a fait,
On a regardé d'abord le mode collaboration, puis vous avez vu comment j'ai étiré le mode collaboration du début à la fin, que j'ai pas arrêté d'en parler. C'est la même chose que les conflits d'intérêts. Parfois, dans la loi, on dit, ben, il y a un bel exemple, c'est celui du contrat d'achat. On dit qu'en situation de double représentation, il faut mettre fin au contrat d'achat. Puis c'est écrit dans la loi, ça dit pas mettre fin à un des contrats, ça dit mettre fin au contrat d'achat. OK? Et là, moi, j'ai une inscription, puis et j'ai mon fils en contrat d'achat. Si je mets fin au contrat d'achat, je respecte la loi. Et là, mon fils a droit à un traitement équitable. Qui va vraiment croire que je donne un traitement équitable à mon fils? Vous me suivez? Donc, au-dessus des règles, il y a toujours les règles de conflit d'intérêts. Elles ont comme un genre de préséance sur l'ensemble. OK? Ici, il y a plein de règles aussi. L'offre finit en date du 22 à minuit 59. Ça s'arrête là. C'est écrit, c'est comme ça. Oui, mais il y a encore le mode collaboration qui vient un peu par-dessus pour rajouter une petite couche de doute. Et ce doute-là, il faut l'éliminer. Donc, mettez fin au mode collaboration avec des avis. Multipliez les avis en disant avis est donné que suite à ça, l'offre est nulle ou le vendeur rend l'offre nulle ou l'acheteur rend l'offre nulle. Comme ça, il n'y a pas de doute. OK? Surtout en situation de présentation simultanée. Soyez clairs, avec le mode collaboration, tout le monde doit avoir les mêmes chances. Et je termine en parlant de rétribution. Vous savez qu'en situation d'offre d'achat simultanée, vous n'avez pas le droit de modifier votre rétribution, de baisser votre rétribution si des courtiers sont impliqués. Mais vous avez le droit de le faire si vous êtes le seul courtier. Exemple, Mike, tu reçois 3 offres d'achat. Les 3 sont des clients que tu as récupérés suite à une visite libre et ils ont tous les 3 demandé le traitement équitable. Tu avais 5% de commission, puis tu avais dit à ton client, si c'est moi qui trouve l'acheteur, c'est 4. Ben, tu as le droit d'appliquer ta clause de 4, même si on a des offres concurrentes, parce qu'il n'y a pas de courtier impliqué. D'accord? Vu que c'est ton fric, t'en fais ce que tu veux. Si tu as envie de couper ça à 3 ou à 2, c'est correct. Par contre, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est dire, pour ce client-là, ce sera 3, et pour lui, ce sera 2. C'est 2 pour tout le monde, 3 pour tout le monde, ou 5 pour tout le monde, mais tous les acheteurs se battent à armes égales. OK? Et même s'il y a des courtiers impliqués, Johan, écoute, moi ici, là, j'ai une offre un peu compliquée. Serais-tu prêt à baisser ta commission collaborateur de 3 à 2,5 pour qu'on s'entende? Parce que moi, j'ai un 2,5 de l'autre côté, mon client, il chicane. Fait que, regarde, si on met tout à 2,5, ça passe. Peut-être. Si l'autre courtier l'accepte, c'est correct. Ça va? Donc, tout se fait encore une fois sur consentement, mais de base, on dit, dès qu'il y a un courtier impliqué, on peut pas. Mais la vraie règle, c'est pas qu'on peut pas. La vraie règle, c'est tous les acheteurs doivent se battre à armes égales. Ils ont tous droit au traitement équitable. Ça marche? Parfait. Avec ça, je conclus. Donc, Pascal, excuse-moi. Un instant. Mode collaboration, présentation des offres, offres multiples, bonification, interdiction de débonifier, les stratégies qu'on voit régulièrement de reporter les délais, de fixer des dates de présentation, de favoriser la surchauffe. Vous avez compris que tout ça, c'était pas correct. Je vous invite à aller sur le site de l'OACQ aussi, fouiller un petit peu. Il y a des articles très intéressants sur les offres multiples et le mode collaboration. Je vous relance aussi, parce que j'ai parlé de conflit d'intérêts et de collaboration, allez relire une fois de temps en temps le programme de conformité du dirigeant d'agence, autant chez l'expert avec le programme de Moussa que le mien pour Charisma. Vous avez ça dans l'intranet du site principal. Allez revoir ces règles-là quand vous avez des doutes, c'est important. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et maintenant, je libère tous ceux qui veulent partir. Merci d'avoir été là. Je garde les autres pour répondre à des questions. On se dit jusqu'à 12h30 ou 1h maximum. Ça va?